LinkedIn est par essence le meilleur canal organique d'acquisition B2B. Et le problème de la majorité des entrepreneurs qui font de l'inbound marketing dessus pour trouver des clients, c'est qu'ils se comportent en créateurs de contenu au lieu de se comporter en stratégiste. Or, le but de créer du contenu pour trouver des clients, c'est de mettre en place un système d'acquisition et non pas une simple stratégie de communication. L'idée dans cette vidéo, c'est de te montrer en 5 étapes actionnables comment tu vas pouvoir mettre en place un système d'acquisition avec LinkedIn qui te permettra de signer un client à minima en 30 jours. Pour t'expliquer un peu, LinkedIn, ça fait un peu plus de 2 ans au moment où je tourne cette vidéo que je suis dessus. Et les stratégies que j'ai mises en place m'ont permis à la fois de développer une belle présence sur ce réseau, de même pour mon associé, mais aussi d'en faire un canal d'acquisition, c'est-à-dire le canal d'acquisition unique pour mon business. J'ai créé 2 business grâce à LinkedIn et mon business principal aujourd'hui, qui est Produsky, qui est un accompagnement pour freelance, génère plus de 20 000 € par mois uniquement grâce à LinkedIn et me permet, là ce sont des screens sur 6 mois, d'avoir énormément de leads qui me contactent via la stratégie d'acquisition que je vais te présenter. Le canal LinkedIn, en fait, c'est le canal principal qu'on va développer avec nos clients. Il y a un double enjeu, il y a un enjeu long terme, développer une personal brand qui sur le long terme va pouvoir développer ta notoriété et donc tes opportunités business, et un enjeu plus court, moyen termiste qui va permettre de faire de LinkedIn un canal d'acquisition et donc de ramener des leads. Et c'est vraiment ce qu'on travaille avec nos clients, à la fois d'en faire un enjeu de visibilité pour être découvert auprès de ta cible, par contre c'est pas ce qu'on va pouvoir voir dans cette vidéo aujourd'hui, sinon elle va être beaucoup trop longue, et d'en faire un canal d'acquisition à proprement parler qui permet de ramener des leads et bien évidemment des leads qualifiés. Par contre, chaque marché, chaque domaine d'activité, chaque cible a bien évidemment ses spécificités et tu ne peux pas reposer ta stratégie d'acquisition sur une stratégie monocanal. Il faut absolument développer une stratégie multicanal, c'est ce qu'on met en place avec nos clients. Simplement, LinkedIn est l'enjeu principal sur lequel on va se focus, mais en fonction de chaque domaine d'activité, on va mettre en place des stratégies différentes pour pouvoir optimiser les résultats et donc optimiser les leads et donc optimiser le cash qui va rentrer. Dans cette vidéo, comme je te le disais, je vais te montrer comment tu vas pouvoir mettre en place 5 étapes actionnables pour bien évidemment, dans un premier temps, comprendre ta cible, ce qui va te permettre de mettre en avant ce qui va résoudre ses problématiques et ce qui va répondre à ses besoins. Et ensuite, une stratégie de contenu qui va te permettre de convertir directement. Mais par contre, il faut bien comprendre que cette chose, tu vas pas la faire une fois. C'est une routine à mettre en place. Tu ne vas pas construire une stratégie d'acquisition en one shot. Tu dois revenir très régulièrement dessus parce que c'est ce qui va permettre déjà d'enrichir tes connaissances, d'enrichir des connaissances sur ta cible, d'enrichir tes connaissances sur ton domaine d'activité pour te différencier de plus en plus de tes concurrents et apporter de plus en plus de valeur et bien évidemment générer de plus en plus de conversions. Par contre, il y a une chose à savoir, c'est que avant de pouvoir mettre en place une stratégie d'acquisition quelconque, tu as un profil LinkedIn qui soit clean. C'est-à-dire que ton profil LinkedIn, il va te permettre trois choses: de convertir évidemment, d'être découvert auprès de ta cible, mais aussi de te rendre crédible. Mais pour pouvoir créer un profil clean, il faut dans un premier temps avoir une proposition de valeur clean. Et pour avoir une proposition de valeur clean, il faut que tu aies des offres ou une offre qui soit mise à plat et qui réponde bien, correctement aux besoins de ta cible. C'est le travail qu'on a fait avec Gabriel, c'est-à-dire que bien évidemment, on a travaillé sa stratégie de visibilité sur LinkedIn, mais avant de pouvoir travailler une stratégie de conversion à proprement parler, il a fallu poser à plat une proposition de valeur unique qui la permette de se différencier sur le marché assez concurrentiel et qui réponde à un gros besoin de sa cible, c'est-à-dire qu'on a construit une offre d'appât pour pouvoir l'upseller derrière sur d'autres choses. Et l'idée, comme je le disais, c'est, une fois que tu as posé tes offres, de pouvoir construire ta proposition de valeur. Comment tu vas construire ta proposition de valeur? C'est simple, c'est que une fois que tu as fait ce travail d'étude de marché concurrentiel, peu importe, ce travail en fait de réflexion sur tes offres, que nous on travaille avec nos clients bien évidemment, l'idée c'est que tu vas mettre en avant ce qui va le plus parler à ta cible, ce sur quoi tu vas pouvoir le plus te focus, donc évidemment la pâter, et résumer tout ça en une phrase sexy, ce qui va te permettre en fait de réussir à taper dans le mid et de taper vraiment dans les yeux de ta cible. C'est le travail qu'on avait fait avec Chloé, Chloé qui est designeuse, et en fait grâce à une stratégie d'offre d'appât pour pouvoir vraiment répondre à un besoin précis de sa cible, elle est passée de 900 € à 3 000 € par mois et bien évidemment le but c'était d'upseller ses clients derrière pour pouvoir travailler sur des projets beaucoup plus gros et beaucoup plus long terme. Donc tu l'as compris, tu travailles dans un premier temps ton offre, tu travailles ensuite ta proposition de valeur, ensuite tu travailles ton profil et tu pourras te poser sur tout ce que je vais te présenter, c'est-à-dire la stratégie d'acquisition organique via LinkedIn. Dans un premier temps, le plus important, ce que tu dois faire en tout premier, avant de faire quoi que ce soit, même en fait avant de construire tes offres, c'est de comprendre ta cible. Tu ne peux pas mettre en place une bonne stratégie d'acquisition, tu ne peux pas réussir à t'adresser à ta cible si tu ne la connais pas.
Et je parle ici de connaître le professionnel, c'est-à-dire qu'on s'en fout de ta fiche persona, de est-ce qu'il s'appelle Georges, est-ce qu'il a 55 ans, est-ce qu'il a des enfants, est-ce qu'il roule à vélo. Non, on s'en fout. On veut connaître le professionnel, on veut connaître l'interlocuteur professionnel sur le bout des doigts, celui qui va prendre des décisions pour réussir à lui parler, à mettre en avant ce qu'il recherche. Donc, dans un premier temps, comment tu vas aller comprendre ta cible? C'est-à-dire que tu vas aller chercher des données sur ta cible, tout simplement, parce que ce sont ces données qui vont te permettre de mener des conclusions qui soient basées sur la data. Comment tu vas pouvoir faire ça? Tu as plein de solutions aujourd'hui qui existent avec internet pour pouvoir rentrer en contact avec ta cible. Soit tu vas faire ça de manière asynchrone via des forums, soit tu vas faire des interviews persona, soit tu as déjà bossé sur des projets et donc tu vas revenir sur l'ensemble de tes calls de closing, tu vas revenir sur l'ensemble de ton chemin de prospect pour pouvoir récolter différentes informations. La première chose, ce sont de répertorier des éléments factuels nécessaires à sa prise de décision. C'est-à-dire que pour chaque lead que tu vas avoir, pour chaque cible pardon, que tu vas avoir, tu vas devoir remplir plusieurs cases. C'est-à-dire que dans un premier temps, tu dois te poser et définir quels sont les profils de ces cibles et quels sont leurs niveaux de développement. Est-ce que c'est une startup early stage? Est-ce que c'est une startup qui est en procédure de levée de fonds? Est-ce que c'est une PME avec 5 salariés qui est en processus de digitalisation? Enfin, peu importe, quel est le niveau de développement de ta cible, de tes cibles, et quels sont les profils types de ces cibles-là. Ensuite, quelque chose de très important, c'est le niveau de maturité de ta cible sur ton sujet. Est-ce qu'elle maîtrise ton sujet et elle veut simplement le déléguer? Est-ce qu'au contraire, elle y connaît rien et du coup, tu as un grand travail d'éducation à faire? En fait, le niveau de maturité de ta cible va avoir un impact sur le ton de voix que tu vas pouvoir employer et sur la façon dont tu vas montrer ton expertise à ta cible. Bien évidemment, il faut que tu reviennes sur les objections courantes qui reviennent. C'est-à-dire qu'est-ce que et l'objection, j'ai pas le budget, ça veut dire peut-être que c'est cette cible-là qui n'a pas le budget, il faut aller sur une autre cible. Et surtout, quelles sont les meilleures réponses que tu as pu fournir à ces objections pour pouvoir signer les personnes que tu as pu signer ou pour pouvoir leur faire prendre conscience de quelque chose et peut-être avoir des résultats plus long-termistes avec ces cibles-là. Ensuite, qui est ta cible? C'est quoi les typologies de ta cible, concrètement? Comment elle se présente? Ça, c'est super important. Dans tous les cas, la typologie de ta cible, elle demande un travail à part entière. Et tu devras faire ce travail-là dans tous les appels découverts que tu mèneras. Mais pourquoi ta cible a fait appel à toi? Qu'est-ce qu'elle recherchait comme prestation? Qu'est-ce qu'elle recherchait comme réponse à une problématique? Ça, c'est super important, on ne le fait pas assez, mais c'est quel a été le processus déclencheur qui fait que ta cible a fait appel à toi? Est-ce que c'est parce que, justement, si on reprend l'exemple des startups, il y a une levée de fonds et donc il y a un manque de mise en conformité quelque part? Est-ce que c'est une digitalisation d'une PME parce que le marché devient de plus en plus concurrentiel et donc il y a une urgence à se mettre en avant sur les réseaux? Peu importe. Pourquoi est-ce qu'elle fait appel à toi? Ça, c'est un travail d'inspecteur, on peut dire ça comme ça, mais c'est le plus important, limite, parmi tous ces éléments factuels pour pouvoir comprendre ta cible et mettre en place des stratégies qui lui correspondent. Et ensuite, tu dois répertorier les éléments émotionnels nécessaires à sa prise de décision. C'est-à-dire que là, tu dois vraiment travailler le storytelling de sa cible. Quelle était sa situation initiale? Quelle est sa situation rêvée? Ou ses situations rêvées? Quelles sont les difficultés auxquelles elle fait face? Quelles sont les difficultés auxquelles elle fera face si elle ne travaille pas sur cette problématique en l'occurrence? Quelles sont ses croyances limitantes par rapport à ton domaine d'activité? Quelles sont ses peurs? Quel est son jargon? Enfin, vraiment, quelle est la situation émotionnelle de ta cible, de tes cibles en l'occurrence, que tu auras listées ici? Et l'idée, c'est qu'une fois que tu sais là où il y a le plus de demandes, parmi toutes les cibles que tu as mises en avant, parmi tous les éléments déclencheurs que tu as mis en avant, tu vas pouvoir coupler cette prise de conscience, cette prise de data sur la demande principale à l'identification des clients pour lesquels tu génères le plus de résultats et te focus là-dessus, que ce soit dans ton offre ou que ce soit dans ta création de contenu. Pour faire tout ce travail-là, je mettrai dans les commentaires un template que j'ai créé pour nos clients, un template à remplir, un document à remplir sur vraiment toute la compréhension de ta cible, de manière à pouvoir faire ce travail de minutieusement que tu pourras dupliquer sur ton espace et le pré-remplir. Une fois donc que tu as fait ce travail-là, tu vas pouvoir mettre en place plusieurs choses. Déjà, c'est ce qui va te permettre de parler avec ta cible, et je dis bien avec et non pas à ta cible. Donc en fait, comment tu vas t'adresser à elle et comment tu vas faire en sorte qu'elle soit comprise. Tu vas lui permettre aussi d'être projeté dans X ou Y situation, donc de la faire se sentir concernée par ton domaine d'activité parce que tu comprends d'elle, et c'est ça qui va créer du contenu qui convertit. Bien évidemment, d'établir cette magnifique proposition de valeur dont on avait parlé tout à l'heure, de rédiger des études de cas qui convertissent, qui tapent dans le mille, parce que le problème avec beaucoup de postes de vente, c'est qu'ils sont beaucoup trop génériques et qu'ils s'appuient pas assez sur des points de douleur précis de la cible type, et de faire des postes type expertise qui intéressent non pas tes pairs, non pas tes concurrents, mais ta cible directement. Et c'est exactement le travail qu'on avait fait avec Cynthia,
qui fait qu'elle a pu nous envoyer ce type de message où elle avait des leads qualifiés quasiment tous les jours, c'est qu'on a d'abord mis à plat la compréhension de sa cible avant de pouvoir mettre en place quelconque stratégie d'acquisition efficace et ce qui a aussi des répercussions bien évidemment sur sa stratégie commerciale. Une fois donc que ce travail il est fait, que la compréhension de ta cible elle est mise à plat, encore une fois, c'est l'étape la plus importante, tu vas pouvoir travailler sur tes postes expertise. Ces postes expertise, qui sont dans la deuxième étape de conversion grâce à LinkedIn, ils vont avoir deux utilités. Dans un premier temps, montrer à ta cible que tu es capable de l'amener dans sa situation désirée, et aussi montrer bien évidemment que tu maîtrises ton sujet parce que tout un chacun, tout entrepreneur, veut faire appel à un prestataire de service, à une agence, peu importe, qui est experte dans son domaine et qui va donc pouvoir lui apporter des résultats, en tout cas répondre aux besoins souhaités. Ça va avoir pour conséquence de montrer à ta cible que tu comprends ses points de douleur, que tu comprends vraiment sa situation initiale, que tu maîtrises ce qu'il faut mettre en place pour avoir ces résultats souhaités et que tu es compétent. Parce que, encore une fois, comme je disais, le but c'est de pouvoir montrer qu'on peut te faire confiance. Attention, par contre, ce que font beaucoup de personnes quand ils font des postes expertise, c'est qu'ils montrent comment faire leur travail. Or, le but c'est pas juste de montrer ce que tu fais comme prestation. L'idée c'est d'expliquer comment tu vas optimiser ou utiliser ta solution pour pouvoir répondre aux problèmes de ta cible. Par exemple, pour faire quelque chose de très concret, si tu es Notion Maker, donc si tu fais de la création d'espace Notion, tu ne vas pas expliquer à ta cible comment créer son dashboard Notion. Ça n'a pas d'utilité. Tu montreras comment tu as créé le dashboard Notion d'un de tes clients éventuellement, mais un post expertise ne consiste pas à montrer ce que tu sais faire, à montrer comment faire à ta place en fait ce que tu proposes comme service. Une chose que tu pourrais faire éventuellement, c'est de parler de toutes les mises à jour de Notion, de comment utiliser ces mises à jour-là pour optimiser ta productivité, pour optimiser tes échanges avec tes clients ou tes échanges avec tes collaborateurs, ou intégrer telle vue ou telle structure Notion dans l'espace que toi tu pourrais lui créer pour pouvoir optimiser ses résultats, sa productivité, enfin répondre à ses besoins. Une fois que ce petit warning est fait, en fait, tu vas comprendre que tes posts expertise, ils vont principalement porter sur deux choses. La chose principale que ta cible doit se dire quand elle va lire tes posts expertise, c'est que tu es smart. Tu maîtrises ton sujet d'expertise, tu as des réflexions super intéressantes, mais bien évidemment, il faut pas être ultra complexe, il faut quand même faire attention à vulgariser l'information de manière à ce que ta cible comprenne de quoi tu parles, sinon bah, elle ne pourra pas comprendre ce que tu dis, elle ne pourra donc pas se sentir concernée, donc ne pourra a priori pas faire appel à tes services. Donc, les deux catégories de postes que tu vas faire à travers tes postes expertise, c'est de la vulgarisation d'informations et de mettre en avant ta posture d'expert. Donc là, je donnais quelques exemples de postes types que tu vas pouvoir faire, de postes expertise type que tu vas pouvoir faire, mais grossièrement merdo, c'est ton process type étape par étape pour résoudre le problème ou un des problèmes majoritaires de ta cible, une explication de comment arriver aux situations idéales, à la situation idéale et après tu le dupliques, aux situations idéales de ta cible qu'elle veut atteindre grâce à toi, grâce à tes services, partager des chiffres clés sur ton domaine d'activité, sur les résultats de telle action par exemple, et montrer comment ton service permet à ta cible de mieux satisfaire les demandes de ses propres clients. Partager des chiffres clés, c'est super intéressant, c'est le travail qu'on avait mis en place avec Amélie. Elle, ce qui marchait très bien pour ses postes expertise, c'est de partager des chiffres clés sur son domaine d'activité et de venir déconstruire des croyances limitantes ou des idées préconçues sur le travail que elle pouvait faire, en l'occurrence l'intelligence artificielle. Donc, ça, c'est vraiment les types de postes, vulgarisation de l'information. Et après, les postes qui vont travailler ta posture d'expert, ça va être de montrer en fait la maîtrise de ton domaine d'activité. C'est-à-dire, tu vas apporter de la valeur sur des points de douleur type à ta cible. Tu peux aussi faire des généralités sur ce que vivent tes clients. Tu vas aussi appuyer ton expertise avec des sources. C'est ce que je disais par rapport à Amélie tout à l'heure, qui le fait aussi très bien, un autre type de poste qu'elle peut faire. Et des prises de position sur des croyances biaisées de la part de ta cible. En fait, c'est de montrer que tu maîtrises mieux le sujet que ta cible et donc elle devrait te faire confiance. Et c'est super important pour pouvoir réussir à faire ce travail-là correctement, d'établir le niveau de conscience de ta cible dans la première étape, ce qu'on a vu juste ici, le niveau de maturité sur ton domaine d'activité,
parce que c'est ce qui te permettra déjà d'avoir le bon niveau de vulgarisation et d'appuyer là où ça fait mal. En fait, en faisant tout ça, tu vas donc parler, comme je disais, avec ta cible et non pas à ta cible, ce qui va te permettre de la projeter dans sa situation idéale, de la projeter dans sa situation de peur et de mettre le doigt sur ses points de douleur. Et en fait, en faisant ces trois choses, c'est comme ça que tu vas créer de la crédibilité, que tu vas renforcer ta trust auprès de ta cible et que derrière, tu vas pouvoir faire des posts avec un objectif de conversion pure et dure parce que en amont, en fait, tu lui auras fait comprendre qu'elle peut te faire confiance parce que tu maîtrises ton sujet. La troisième étape de cette fameuse stratégie d'acquisition, c'est de travailler ton storytelling professionnel. Je fais un petit warning là-dessus, c'est-à-dire que beaucoup de personnes ont tendance à penser que faire du storytelling, c'est parler de sa vie, parler de ce qui s'est passé hier, de ce qui s'est passé avant-hier. Ça, on s'en fout. Enfin, grosso merdo, il faut comprendre que les gens s'en foutent de qui tu es. Ton storytelling, c'est pas parler de toi pour parler de toi. C'est parler de ta vie professionnelle. Il faut qu'il y ait des rapports avec ton domaine d'activité, parce que sinon, tu es simplement influenceur. Mais travailler ton storytelling pour que ta cible, elle puisse s'attacher à toi et surtout qu'elle puisse comprendre ce que tu as fait, comprendre ton expertise, comprendre ta crédibilité, comprendre les résultats de tes actions, c'est ça qui va faire en sorte que tu puisses déjà, bien évidemment, si on relie avec l'étape juste au-dessus, créer des posts expertise qui soient convaincants, basés sur ton storytelling professionnel, et convertir et renforcer ta trust. En gros, faut bien comprendre que les gens ils vont bosser avec toi pour ton expérience. Donc tout ce qui s'est passé dans ta vie professionnelle, en lien avec ton activité, c'est un atout de taille pour ton contenu, parce que c'est ce qui va permettre d'attirer ta cible. En gros, le but de ton storytelling professionnel, ça va être de parler de toi, de parler de ton vécu professionnel, encore une fois, pour t'imposer dans la tête de ta cible comme la personne à qui elle doit faire appel. Car déjà, en fait, à travers tes posts storytelling, tu vas bien évidemment révéler une partie de ta personnalité parce que tu vas parler à ta façon, tu vas avoir certains mots utilisés, tu vas peut-être montrer que tu es quelqu'un de doux ou au contraire quelqu'un de rentre-dedans, enfin bref, tu vas dévoiler ta personnalité et c'est ça qui fait aussi qu'on a envie de travailler avec toi et pas forcément avec un de tes concurrents. Certes, ton expertise qu'on a vu au-dessus, mais aussi ta personnalité. Et deux, tu vas montrer ton parcours qui te rend crédible et qui va être relié à tes postes expertise qu'on aura vu juste au-dessus. Il va falloir faire ce travail que j'appelle l'exercice des bulles. C'est-à-dire que il faut absolument que tu te poses avec une feuille blanche, parce que moi je préfère faire des bulles, je trouve que c'est beaucoup plus visuel, un miro, peu importe. Tu dois te poser et revenir sur toute ton expérience professionnelle, toute ta vie professionnelle. Chaque étape de ta vie professionnelle, donc chaque mission, que ce soit des missions en CDI, en CDD, en freelance, on s'en fout hein, du type de mission, chaque partie de ta vie professionnelle, ça va être une bulle à part entière. Et dans chaque bulle, tu vas devoir créer des sous-bulles qui vont résumer toutes ces informations-là. C'est-à-dire la situation de base, donc le début de cette bulle professionnelle, le point de rupture de ta bulle professionnelle. Est-ce que tu as fait face à un événement particulier? Est-ce que tu as eu une prise de conscience? Est-ce que tu as eu des résultats particuliers? Est-ce qu'il y a eu un changement d'organisation quelconque qui t'a fait mettre en place des actions derrière? Ces actions-là, ce sont les péripéties que tu dois absolument lister parce qu'elles sont super intéressantes. Ça montre tout ce que tu as dû développer, tout ce à quoi l'entreprise a fait face, que ce soit une entreprise, encore une fois, pour laquelle tu as bossé en CDI, en CDD ou en freelance, on s'en fout. Et donc, en fait, les situations auxquelles tu es capable de faire face. La situation finale, donc la fin de l'histoire de ta bulle. Est-ce que tu as des anecdotes qui ressortent de cette mission particulière? Qu'est-ce que toi tu en retiens personnellement? Est-ce que ça a eu un impact sur ton business? Est-ce que ça a eu un impact sur ton mindset? Enfin, peu importe, qu'est-ce que tu en retiens? Est-ce que tu as des chiffres clés à partager en termes de résultats? Et comment tu résumes cette mission en une seule phrase? C'est un exercice assez long parce qu'il faut rentrer en détail sur chaque état de ta vie professionnelle, mais tu vas te retrouver avec une arborescence de bulles et ces bulles-là vont pouvoir faire des posts différents. C'est-à-dire que chaque chose qui s'est passée dans une bulle, ça, ça fait un post. Ensuite, une bulle à part entière, ça fait aussi un post. Ensuite, tu vas pouvoir trouver des points de concordance entre la bulle A et la bulle B. Tu te rends compte qu'il y a le même point de rupture. Donc ça peut faire un post à part entière. Ensuite, il y a un post purement storytelling sur comment toi tu as vécu la situation, comment tu l'as gérée, et du coup, est-ce que ça a eu des conséquences, enfin, qu'est-ce que tu en retiens, quoi. Tu as une prise de conscience, tu as une anecdote, ça en fait un post. Tu te rends compte qu'il y a quand même des patterns qui reviennent parmi les chiffres clés ou parmi les situations de base de ta cible en fonction parmi plusieurs bulles. Ça en fait un post, etc. etc. En fait, tu as une multitude de posts qui vont se débloquer par rapport à cet exercice des bulles qui doit être fait en amont. Et c'est comme ça que tu vas jamais être en manque d'idées. D'ailleurs, chaque travail avec ta cible, chaque projet client va aussi faire l'objet d'une bulle à part entière. C'est-à-dire que ce storytelling professionnel, il a à enrichir de manière continue. Parce que
j'espère pour toi que quotidiennement, tout du moins mensuellement, tu vas travailler sur des nouveaux projets clients et du coup chaque projet client, ce sera une nouvelle bulle de ton expérience professionnelle sur laquelle tu vas devoir faire cet exercice et sur laquelle tu vas devoir travailler. Ça nous permet de relier ça à l'étape 4 de ce que tu dois mettre en place pour créer une stratégie d'acquisition avec LinkedIn. Ce sont les postes de preuve sociale. Ce sont donc les postes qui vont te permettre de vendre parce que ça permet de montrer ce que tu as mis en place pour X et de se projeter dans ce que tu peux mettre en place pour nous. Suite à un projet client, à minima, tu vas avoir une étude de cas généraliste sur ton client, plusieurs études de cas pointues sur chaque domaine d'intervention. Par exemple, si tu es designer et que tu as travaillé l'ensemble de la direction artistique du projet, tu vas pouvoir parler du logo, tu vas pouvoir parler de l'organisation du shooting, enfin bref, un post sur le processus de travail dans la situation de ta cible, en l'occurrence la situation du projet client, un post de preuve sociale, juste sur le retour du client, son témoignage, et un post qui mixe plusieurs études de cas clients ensemble pour montrer que, bah, en fait, genre, je sais pas, t'as travaillé avec 10 startups, bah, tu vas pouvoir monter les avant-après des 10 startups pour lesquelles tu as travaillé. A minima, tu as donc 5 posts qui peuvent être faits suite à un projet client. Et si tu n'as pas encore travaillé avec des clients, tu peux travailler bien évidemment sur des projets fictifs. C'est-à-dire que tu peux refondre quelque chose pour une marque qui est plus ou moins connue, dans laquelle ta cible peut se projeter. Tu montres aussi comment tu peux intervenir de A à Z pour un projet. Et aussi, ça c'est quelque chose de très important, tu peux faire, si tu n'as jamais eu de client ou si tu en as d'ailleurs, c'est d'analyser de manière très pointilleuse la réussite ou l'échec d'une entreprise goal, d'une entreprise idéale de ta cible, ou en l'occurrence d'une entreprise qui représente un échec pour ta cible, parce que c'est ce qui va montrer que tu es smart, que tu es capable d'analyser correctement ce qui se passe ailleurs. Ce qui sous-entend que si tu es capable d'analyser correctement, tu es capable plus ou moins de reproduire la même chose quand tu travailles avec un client, et ça va te permettre aussi d'alimenter ton contenu sans parler toujours de la même chose. Je tiens à faire un petit warning par rapport à ça, c'est-à-dire que le but quand tu crées du contenu de preuve sociale, tu ne vas pas analyser la visibilité de ton post. C'est-à-dire que c'est pas une métrique qui est intéressante. On s'en fout. Enfin, bien évidemment, c'est mieux, hein, mais on s'en fout de si ton post te fait des vues ou pas. Ce qui compte, c'est combien de leads ça va te ramener. Donc c'est super, super, super important de mettre des CTA, évidemment, à la fin de chaque type de post preuve sociale, chaque type de post de vente, et de traquer ces liens pour savoir, a priori, tel type de post, ça te ramène tant de clics. Derrière, ça te ramène tant de prises de rendez-vous et de pouvoir intégrer ça de manière stratégique dans ta création de contenu et de te dire, par exemple, tous les mercredis, je vais faire ce type de post-là, prendre tel template de post parce que ça va normalement m'amener Y résultat. Ensuite, la dernière chose que tu dois mettre en place pour pouvoir faire de LinkedIn un canal d'acquisition, c'est travailler sur ton engagement. En fait, il faut bien comprendre que c'est à toi de te rendre visible auprès de ta cible. C'est-à-dire que ta cible ne va rarement tomber toute seule sur ton profil. Ça peut arriver, hein, je dis bien rarement, je dis pas jamais. C'est pour ça qu'il faut travailler sur l'optimisation de ton profil, parce qu'il y a des choses à mettre en place pour faire en sorte que naturellement ta cible tombe sur ton profil, et qu'il faut aussi travailler sur ta visibilité pour faire en sorte que ta cible, elle puisse découvrir un de tes posts sur son fil d'actualité, mais il faut bien comprendre que c'est à toi, dans un premier temps, de te rendre visible auprès de cette cible-là. Ta routine, elle est assez simple. Elle consiste en 5 étapes que tu dois faire tous les jours. La première chose, que j'aurais dû mettre au-dessus, mais la première chose, c'est de te créer ton réseau de premier degré. C'est-à-dire que tu dois la faire de demandes de connexion qualifiées auprès de ta cible et auprès de personnes qui sont sur ton marché. Le LinkedIn fonctionne en plusieurs étapes, c'est-à-dire que dans l'heure de publication de ton post va être visible auprès de ton réseau de premier degré. Si ton réseau de premier degré réagit positivement à ce post, c'est-à-dire qu'il va engager, qui va rester sur ton post et donc ce qui va booster ton engagement, booster des impressions, pardon. Alors dans ce cas-là, les minutes suivantes, ton post va être visible auprès de ton réseau de deuxième degré. Si ton réseau de deuxième degré réagit positivement, alors ça va être visible auprès de ton réseau de premier degré. Donc c'est pour ça que c'est super important que tu te construises ton réseau de premier degré, qui va comprendre ton audience type et qui va comprendre ta cible type. Et ça, c'est à toi de le construire. Bien évidemment, le but c'est pas d'ajouter des gens pour ajouter des gens, c'est pas du tout ce qu'on veut. Mais il faut que tu travailles ton réseau de premier degré, que tu nettoies en fait ton réseau initial pour pouvoir construire quelque chose qui soit solide et qui te permette de te rendre visible auprès de ta cible. Une fois que tu as construit ton réseau de premier degré, il va falloir que tu ailles commenter sous les posts de ta cible. Ça, c'est super important. À chaque fois que tu publies, tu vas commenter, tu vas te rendre visible manuellement auprès de ta cible. Tu vas également commenter sous les posts des personnes qui ont la même cible que la tienne. Pas de tes concurrents, mais des personnes qui sont dans le même domaine d'activité. C'est-à-dire que par exemple, si tu fais des fiches produits pour les commerçants, tu vas te rendre visible auprès de médias buyers pour les e-commerçants, auprès de personnes qui ont des accompagnements pour les e-commerçants, des personnes qui sont vraiment, qui doivent être dans ton réseau dans tous les cas, donc c'est relié à ça, et surtout qui ont la même cible que la tienne, ce qui va te permettre de te faire découvrir d'une autre façon.
Ensuite, cette chose-là, elle est super importante, c'est envoyer des messages. Tu dois aller, donc je parle pas de prospection, hein, je parle vraiment d'engagement manuel. Tu dois aller créer du lien avec les personnes de ta cible et avec les personnes qui ont la même cible que la tienne également pour pouvoir créer de potentiels partenariats sur du long terme, enfin bref, peu importe. Et quoi qu'en disent les gens, bien évidemment ça fait rêver de te dire que t'as rien à faire, t'as juste à publier du contenu et les leads vont tomber tout seuls. Oui, ça va arriver après un certain niveau de développement, une fois que tu auras construit une bonne base très solide de réseau de premier degré conséquente, que tu auras travaillé sur ta visibilité, les leads pourront tomber tout seuls. Mais dans un premier temps, il faut que tu fasses ce travail à la main, il est absolument nécessaire. Et la dernière chose à faire, bien évidemment, c'est d'envoyer des messages à toutes les demandes de connexion qualifiées que tu reçois. Ça, c'est nécessaire parce qu'en fait, ça montre un intérêt pour ce que tu fais. Tu dois rentrer en contact avec ces personnes-là. Elles ont montré un intérêt premier. Tu viens leur mettre en avant qu'elles ont. Enfin, tu merci pour la demande de connexion. Et ensuite, tu viens leur poser des questions, tu viens engager la conversation. Ces 5 étapes, ça va pas te prendre énormément de temps en soi. Il faut que tu dédies 45 minutes par jour minimum à tout ça. C'est-à-dire que 45 minutes par jour dédiées à l'acquisition pour ton business, c'est rien. D'ailleurs, je tiens vraiment à le préciser, ce n'est pas de la prospection, c'est de l'engagement. Il faut bien différencier les choses. La prospection, c'est des personnes qui n'ont jamais montré d'intérêt pour ce que tu fais. Tu viens les démarcher, tu viens leur proposer directement tes services, c'est différent, c'est de l'outbound marketing et non de l'inbound marketing. Là, je parle de l'engagement, tu viens travailler à la mano ta visibilité et tes conversations avec ta cible. L'outil parfait pour faire ça, que j'utilise pour avoir testé tous les outils, tous les concurrents qui existaient sur le marché, c'est Canbox. Ce que je trouve particulièrement stylé à travers cet outil, c'est que tu vas pouvoir créer un CRM en fait, enfin dans le sens où tu vas pouvoir gérer tes conversations, gérer tes contacts avec tes clients comme un CRM. C'est parfait pour l'engagement sur LinkedIn. Et j'ai un code promo qui est normalement uniquement disponible pour mes clients parce que j'ai réussi à négocier ça avec l'outil pour les personnes qui rejoignent ProduScale. Mais je trouve que c'est quand même super important de pouvoir utiliser cet outil pour mettre en place cette fameuse stratégie d'acquisition que j'ai présentée dans cette vidéo. Donc je vous mettrai le lien en commentaire parce qu'avec le lien vous avez moins 30% sur l'outil et il est banger. Donc je ne peux que vous le conseiller. Donc pour finir, c'est en travaillant sur ces 5 étapes que tu vas pouvoir créer du contenu qui convertit sur LinkedIn. Après, bien évidemment, il faut travailler en amont ton offre, ta proposition de valeur et ton profil. Il va aussi falloir travailler ta visibilité, parce qu'il y a une stratégie de visibilité qui doit être mise en place sur LinkedIn pour être découvert. Ça pourra faire l'objet d'autres vidéos, mais pour l'instant, déjà avec ça, tu vas pouvoir signer ton premier client grâce à LinkedIn en 30 jours. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser sur LinkedIn. Je mettrai le lien de mon profil dans la barre d'informations. Dans tous les cas, c'est Orange Janvier, assez simple à retenir finalement. J'espère que cette vidéo était suffisamment actionnable pour que tu mettes tout en place et que tu puisses m'envoyer un message dans 30 jours pour m'annoncer que tu auras signé ton premier client. D'ici là, à plus!